Pour l'histoire qui va arriver, je vais avoir besoin de vous. J'aimerais bien que vous me donniez quelques mots. Je vais les prendre et on va essayer de faire une histoire avec ça. Donc lancez-moi des mots, quels qu'ils soient, et on essaiera de raconter quelque chose à partir de ça. Chiant. Chiant. Voyage. Chiant, voyage. Mignardise. Pardon, il y en a eu deux en même temps. Bavoir. Bavoir. Et Mignardise. Mignardise. Vélux. Alors, Cucurbitacée. voilà. Alors, il y en a un que j'ai pas entendu. On va s'arrêter là. Vélux. C'est ça, nickel. Est-ce que je peux juste, au risque de faire honte, mais un cucurbitacé, c'est une sorte d'escargot, c'est ça? C'est une courge? Très bien, nickel. J'ai bien fait de demander. Je confondais sûrement avec gastéropode. Rien à voir. Nous avons donc 7 mots pour raconter une histoire. Nous avons chiant, voyage, bavoir, mignardise, poutre, cucurbitacé et vélux. Quand on habite en ville, on a souvent cette impression que l'aube se lève différemment. À travers le Vélux, une fenêtre mal fermée, un rideau qui laisse entreapercevoir les rayons du soleil avant même que l'on désire se réveiller. On se rend compte que l'aube n'est pas pareille parce que l'aube doit passer plusieurs bâtiments, l'aube doit passer au-dessus des immeubles, l'aube vient d'ailleurs, vient d'un endroit beaucoup plus lointain et doit passer des obstacles qui ne sont pas naturels pour elle. L'aube se lève beaucoup mieux à la campagne. Quand on reste proche de chez soi, quand on reste là d'où on vient. Lui, ce personnage, il vient d'un village. Il s'appelle Théo. Et le petit village dont il vient, il y a quelques centaines d'habitants à peine. Il aime bien se réveiller, aller dans les champs, essayer de rejoindre la rivière, essayer de courir à travers, essayer de faire comme le saumon, de la remonter tout seul. Ce qui est bien plus facile pour un homme que pour un saumon qui est quand même beaucoup plus petit. Et il avance. Il remonte le courant de la rivière et il se dit que c'est ça son image de la liberté. C'est une image de la liberté qui appartient à beaucoup de monde. C'est une image de quelque chose, d'un retour à la nature qu'on apprécie et qu'on se dit c'est vrai, on doit quand même être mieux là que... Mais c'est vrai que Théo maintenant il est dans un appartement parisien. Et ça c'est pas facile pour lui, il doit s'accepter, que sa vie est nouvelle, qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, il y a des scènes culturelles magnifiques, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans tous les sens, il y a une sorte de frénésie, d'effervescence qui fait plaisir à voir, qui fait plaisir à ressentir, être tiré, le cœur dans tous les sens, les bras ballants et se laisser porter. Mais il y a quelque chose qui change. On mange pas pareil déjà. On doit faire face à des produits un peu plus transformés, on n'a pas les mêmes cucurbitacées, on doit des ressources qui sont différentes, on se fait des plats un peu tout près, on mange souvent la même chose parce que c'est quand même plus simple et on a moins d'espace pour s'évader et on a plus d'espace à utiliser, on doit rentabiliser le temps et on a moins d'espace pour simplement se transformer. Et Théo, à un moment, il en a marre. Il trouve ça chiant. Donc, il commence à prendre la route. Prendre une route n'importe laquelle. Il sort de son appartement et il prend la route de droite, comme ça, c'est comme ça. Elle a quelque chose, le soleil vient peut-être de là à ce moment-là et il commence à tracer sa route. Il commence à avancer, et à chaque carrefour, il prend la première direction que ça lui inspire et il sait qu'il n'est pas en train de revenir en arrière, qu'il n'y a aucun de ses pas qui le ramène plus loin parce qu'il y a quelque chose qui l'attire, il y a comme une sorte de sensation d'un aimant au bout du chemin, il y a quelque chose qui va l'emmener ailleurs, dans un ailleurs familier, dans un ailleurs pourtant si différent, quelque chose qui elle rappelle son enfance probablement, mais qui sera dans un lieu autre puisque son village est si lointain, et pourtant il sent que quelque chose a changé. Il s'éloignait de quelques centaines de kilomètres à peine. Mais déjà les boulangeries n'ont plus la même odeur. Quand on va chercher du pain, le pain est juste chaud, sort juste du four. Les mignardises sont différentes, on se nourrit de choses beaucoup plus proches. J'aurais peut-être dû demander ce que c'était qu'une mignardise avant. Pour moi, c'est une petite pâtisserie. Mais je m'égare à nouveau. Théo, il se nourrit de ça. Il profite de ces petites choses qui semblent dater d'un autre siècle, qui semblent dater d'une autre époque. Et il se nourrit, il mange. Et il respire. L'air est différent, l'air est beaucoup plus propre. Et en fait, il se rend compte que ce n'est pas seulement une sensation. Il n'est pas en train d'aller dans une autre direction, de revenir à un village différent. Il est vraiment en train de remonter dans le temps. C'était son désir depuis toujours. Cette sorte d'idéalisation, cette sorte de fantasme d'une vie différente, d'une vie d'une autre époque, il est en train de la réaliser. Il le sait parce que ce n'est pas seulement les laveries parisiennes qui ont été remplacées. Il arrive près d'un lavoir et il voit les gens
les hommes et les femmes qui sont en train d'étendre le linge, qui sont en train de profiter. Il y a aussi un enfant avec un petit bavoir, c'était ça le mot, pas la voix. Et il profite de cet espace, et il profite de cette sensation différente d'un temps qui est beaucoup plus allongé. Et il commence à fermer les yeux et à espérer que ça remonte encore. Il avance sur la route du voyage et il essaie de remonter encore un petit peu plus loin. Il a l'impression de croiser les ancêtres de ses ancêtres. Et sur le chemin, la rivière, d'un coup, les poissons disparaissent. Sur les chemins, il n'y a plus aucun être vivant car les êtres terriens ne sont pas encore là. Il est en train de remonter vers la construction de la Terre. L'eau jaillit en tous sens, les océans sont des tumultes, comme sur les autres planètes où les tempêtes font 10 fois la taille de notre Terre. Il y a quelque chose de très violent et en même temps de très beau, comme s'il y avait toute une cacophonie, un orchestre qui se déciderait à jouer en même temps. Un orchestre qui se déciderait à jouer dans tous les sens, des notes qui se chevauchent, des sensations, des bruits, des odeurs qui s'entremêlent et qui devraient pas s'entremêler parce que normalement tout le monde se respecte, il y a une sorte d'harmonie et là il n'y a plus aucune harmonie car la Terre n'a pas de spectateur, il est le dernier spectateur d'un monde qui se déchaîne, un monde qui se déchaîne dans tous les sens. Il a l'impression que la mort l'attend à chaque coin de rue, il a l'impression qu'il n'y a même plus de rue d'ailleurs, que des pics sortent du ciel pour l'atteindre. Mais il continue son voyage frénétiquement jusqu'au noir absolu, jusqu'à éteindre toutes les lumières, pour revenir dans un passé, essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et il entend une explosion, le Big Bang, il se rapproche, tout est en train de se concentrer. Puis une petite lumière qui dépasse à travers l'ombre du Vélux.